Durant l'été 1966, l'équipe nationale portugaise, fièrement surnommée Os Magriços, a fait vibrer les supporters du monde entier en réalisant un parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde organisée en Angleterre. Pour leur première participation à la plus grande compétition mondiale, une génération de joueurs au talent exceptionnel et un style de jeu offensif et flamboyant, mêlant improvisation latine et puissance brute, leur ont permis de décrocher une médaille de bronze historique et d'entrer dans la légende. Ils ont vaincu le Brésil, champion and titre, réalisé une remontée incroyable face à la Corée du Nord et ne se sont inclinés qu'en larmes devant le pays hôte, l'Angleterre. Mais derrière ces moments de gloire sur les pelouses de Wembley ou de Goodison Park se cachent des joueurs au destin bien particulier. Près de 60 ans ont passé et le temps a laissé des traces cruelles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi la solitude, et d'autres encore nous ont quittés discrètement. Revenons sur les hausses et les bas de ces joueurs qui incarnaient l'âme de la génération dorée portugaise de cette année-là. Mário Coluna a été le tremplin qui a permis à Eusébio de devenir le fer de lance de l'équipe. À 30 ans, il était un leader irremplaçable, avec son style de jeu serein, sa qualité de passe exceptionnelle et son autorité absolue sur le terrain. Coluna était comme un général. C'est lui qui a guidé Eusébio dès ses débuts, et lors de la Coupe du monde 1966, c'est lui qui a maintenu le rythme, empêchant les fougueux Portugais de se laisser entraîner dans le jeu violent de leurs adversaires. Après avoir quitté Benfica en tant que légende, Coluna est retourné dans son Mozambique natal après l'indépendance du pays. Contrairement à de nombreux joueurs qui ont choisi la voie du coaching, Coluna s'est tourné vers la politique et la gestion sportive. Il a été président de la Fédération mozambicaine de football et même ministre des Sports. Son parcours est celui d'un fils revenu au pays pour contribuer à son développement, apportant son expérience acquise au plus haut niveau européen afin de faire prospérer le secteur sportif naissant du Mozambique. Coluna est un homme de famille, discret et responsable. Passionné par le développement du football africain, il œuvre sans relâche pour offrir des opportunités aux jeunes joueurs. Bien qu'il vive au Mozambique, son cœur est toujours au Portugal, là où il a connu la gloire. Sa dignité et son leadership sur le terrain se reflétaient parfaitement dans sa vie. De capitaine sur le terrain, il est devenu un leader national. Coluna a toujours été celui qui prenait les devants, un soutien indéfectible pour les autres. Cependant, moins de 2 mois après le décès de son frère Eusébio, Mário Coluna s'éteignait à son tour. Le 25 février 2014, il décédait à Maputo, au Mozambique, à l'âge de 78 ans, des suites d'une infection pulmonaire. La disparition successive de 2 des plus grandes légendes du football portugais a marqué la fin d'une page glorieuse, mais aussi tragique, de l'histoire du football portugais. José Torres, du haut de ses 1,9 mètres, dominait la surface de réparation portugaise. Il formait un rempart impénétrable pour Eusébio, attirant les défenseurs et inscrivant des buts de la tête décisifs, dont le but de la victoire contre l'Union soviétique lors du match pour la 3e place. Malgré sa taille imposante, Torres était un joueur fair-play et d'une grande douceur, comme son surnom le laissait présager. La carrière de joueur de Torres était étroitement liée à Benfica, mais c'est sur le banc de touche qu'il a véritablement marqué l'histoire. Il a mené le Portugal à la Coupe du monde 1986 au Mexique après un match mémorable à Stuttgart, où il a prononcé ces mots devenus cultes. « Laissez-moi rêver ». Cependant, le tournoi de 1986 fut un désastre avec le scandale Saltillo, qui a terni sa carrière d'entraîneur. Par la suite, il a vécu une vie paisible, loin des projecteurs médiatiques. Torres était connu pour sa douceur, sa gentillesse et son esprit artistique. Passionné par les pigeons, il consacrait beaucoup de temps à s'en occuper. Malgré la dégradation importante de sa santé ces dernières années, due à la maladie d'Alzheimer, il a toujours gardé une attitude optimiste et n'a jamais blâmé son sort. Le géant bienveillant, sur le terrain, est aussi lui-même dans la vie. Grand, tolérant, mais parfois trop doux face aux calculs du monde impitoyable du football. Le parcours de ce géant s'est achevé dans le silence. Le 3 septembre 2010, José Torres s'est éteint à l'âge de 71 ans après une longue lutte contre la maladie. Il laisse derrière lui un sourire bienveillant et le souvenir de ses têtes courageuses.
Antonio Simões, alors âgé de 22 ans, était le benjamin du légendaire quatuor offensif du Benfica et du Portugal. Petit par la taille, mais incroyablement rapide et technique, il terrorisait le flanc gauche. Ses centres millimétrés permettaient à Torres et Eusebio de briller. Il incarnait la jeunesse et l'explosivité. Simões fut l'un des premiers joueurs portugais à connaître le succès aux États-Unis, évoluant au sein des Boston Minutemen et des San Jose Earthquakes. Après sa retraite de joueur, il devint entraîneur, dirigeant l'équipe nationale féminine du Portugal et assistant l'Iran lors de la Coupe du Monde de 1998. Il est également un commentateur avisé, offrant toujours une perspective moderne et pertinente sur le football. Simões est le seul membre du légendaire quatuor d'attaque, Eusebio, Coluna, Torres. Simões encore lucide est actif. Il est devenu le gardien de la flamme, le compteur de la génération de 1966. Il apparaît régulièrement à la télévision, écrit des livres et participe à des événements en hommage à ses anciens coéquipiers. Sur le terrain, il est un créateur. Et en dehors, il continue de créer des souvenirs, aidant la jeune génération à comprendre la valeur du passé. Il est petit, mais sa voix porte désormais un poids immense. Aujourd'hui, à 81 ans, Antonio Simões est toujours en pleine forme et continue d'apporter sa contribution au football en tant que conseiller et commentateur. Témoin privilégié, il est le lien entre un passé glorieux et le présent, portant en lui les souvenirs d'une génération dorée qui s'est peu à peu éteinte. Eusebio n'était pas seulement une star, il était le soleil autour duquel gravitait l'équipe. Surnommé la Panthère Noire, il possédait la vitesse d'un athlète et la précision d'un buteur. Ses 9 buts durant le tournoi, dont 4 qui ont sauvé la nation en quart de finale contre la Corée du Nord, constituant l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du Monde. L'image d'Eusebio en larmes quittant Wembley après la défaite en demi-finale, face à l'Angleterre, est devenue un symbole de passion pure et de douleur inachevée. Après cet été mémorable, Eusebio continua de consacrer toute sa jeunesse au Benfica, devenant une véritable incarnation du club. Il remporta les ballons d'or européens, le soulier d'or européen et d'innombrables titres nationaux. Malgré des offres alléchantes de clubs italiens et espagnols, la politique du dictateur Salazar le considérait comme un atout national, l'empêchant de quitter le Portugal. Durant les dernières années de sa carrière, il partit en Amérique du Nord pour jouer en NASL, profitant ainsi des derniers instants de liberté d'un joueur. Après sa retraite, Eusebio devint un ambassadeur du football portugais, parcourant le monde avec un sourire bienveillant, toujours accueilli comme un roi sans couronne. Dans la vie, Eusebio était un homme modeste, presque timide, contrastant avec sa fougue sur le terrain. Il menait une vie simple avec sa femme Flora et ses enfants. Il aimait le vin, les réunions entre amis, et nourrissait une affection particulière pour son Mozambique natal. Cependant, des blessures aux genoux contractées dans sa jeunesse le handicapèrent dans sa vieillesse, rendant chaque pas du Black Panther difficile. Sur le terrain, il portait les espoirs d'une nation. En dehors, il continuait d'incarner le rôle symbolique de pont vers la guérison des blessures de l'histoire. C'était un roi populaire, accessible à tous. Cependant, le cœur du héros cessa de battre. Le 5 janvier 2014, Eusebio décéda à l'âge de 71 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa mort plongea le Portugal tout entier dans le deuil et le gouvernement décréta 3 jours de deuil national. Il fut inhumé au Panthéon national, lieu dédié aux plus grandes figures historiques, perpétuant ainsi l'héritage immortel de la Panthère Noire. José Augusto, ailier droite, a inscrit 3 buts lors de la Coupe du Monde. 1966, un total impressionnant pour un ailier. Il était non seulement un bon attaquant, mais aussi un excellent défenseur, apportant un équilibre précieux à l'attaque redoutable du Portugal. Après le triomphe de 1966, José Augusto se tourne rapidement vers l'entraînement. Il dirige l'équipe nationale portugaise lors de la Coupe d'indépendance du Brésil en 1972, puis l'équipe nationale féminine. Il travaille également en Espagne, où il laisse une empreinte indélébile. Sa vie est intimement liée à l'entraînement et à l'inspiration. Son assiduité et son sens tactique aiguisé sur le terrain ont fait de lui un entraîneur respecté. Discret mais efficace. C'était un homme de métier. Aujourd'hui, à 87 ans, José Augusto coule une retraite paisible au Portugal. Il est l'un des rares membres encore en vie de cette équipe
et retrouve régulièrement son vieil ami Simões pour évoquer le bon vieux temps. Hilário, du Sporting Lisbonne, s'est imposé comme un défenseur impénétrable au sein d'une équipe de Benfica constellée de stars. Doté d'une endurance et d'une ténacité exceptionnelle, il a disputé tous les matchs de la Coupe du Monde, 1966, muselant les meilleurs ailiers du monde. Hilário est un symbole de fidélité, ayant passé toute sa carrière au sommet de son art au Sporting CP. Après sa retraite, il a consacré sa vie au club en tant qu'entraîneur des jeunes et adjoints. Il a été le premier mentor de la nouvelle génération dorée du Sporting, à l'instar de Luis Figo et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, à 85 ans, Hilário demeure une légende vivante du stade José Alvalade. Il mène une vie discrète mais empreinte de respect, témoignant de son dévouement sans faille. Vicente était un pilier de la défense, réputé pour son style de jeu à la fois précis et puissant. C'est lui qui, grâce à une défense magistrale, plutôt qu'à des dribbles, a muselé le roi du football, Pelé, lors de la victoire 3-1 contre le Brésil. Ses prestations en Angleterre ont été considérées comme parmi les meilleures d'un défenseur central du tournoi. Un an seulement après la Coupe du Monde de 1966, Vicente fut frappé par la tragédie. Un éclat de verre, lors d'un accident de voiture, se logea dans son œil, le contraignant à une retraite prématurée à l'âge de 32 ans, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Il perdit une partie de sa vision, mais pas sa passion pour le football. Il continua à jouer pour Belenenses et fut honoré comme le plus grand joueur de l'histoire du club. Aujourd'hui, à 89 ans, Vicente Lucas est le deuxième membre le plus âgé encore en vie de l'équipe de 1966. Il vit avec fierté pour une carrière brève mais brillante, et ses yeux marqués par les blessures témoignent des sacrifices qu'il a consentis. José Pereira n'était pas le premier choix lorsqu'il est arrivé au plus grand tournoi de football de la planète à l'âge de 34 ans. Mais après le match d'ouverture, il s'est imposé comme titulaire et est devenu un défenseur central fiable. Avec ses mouvements aériens, il a mis en difficulté les attaquants nord-coréens et anglais. Pereira était un homme humble qui a passé la majeure partie de sa carrière à Belenenses. Après sa retraite, il a choisi de vivre une vie totalement retirée, loin des projecteurs. Il a passé ses derniers jours paisiblement en famille en Algarve. Le parcours de l'Oiseau bleu s'est achevé. En 2016, José Pereira s'est éteint à l'âge de 85 ans. Il est parti paisiblement, comme il l'a vécu, laissant un immense vide dans la mémoire de ses supporters. Jaime Graça était le cœur et l'âme de l'équipe. Infatigable. Il se battait pour le ballon afin de permettre aux stars offensives de briller. Son but, 2-1, lors du match pour la 3e place contre le légendaire gardien Lev Yashin, reste le plus beau moment de sa carrière. Il est profondément attaché à Benfica, non seulement comme joueur, mais aussi comme recruteur et entraîneur de jeunes. C'est lui qui a décelé le talent de Nuno Gomes et de nombreuses autres stars. Il mène une vie simple et se consacre entièrement à l'entraînement. Le 28 février 2012, Jaime Graça s'est éteint à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie. Il est décédé avant ses illustres coéquipiers, mais son apport reste indéniable. Baptista formait avec Vicente une défense infranchissable. Il jouait avec intelligence, commettait rarement des erreurs et restait toujours serein. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1966 fut considérée comme exemplaire pour un défenseur central. Après sa carrière de footballeur, Baptista, issu d'un milieu intellectuel, s'est orienté vers l'économie et y a connu un grand succès. Il prouve ainsi que les footballeurs peuvent également réussir dans le monde des affaires. Aujourd'hui, à 83 ans, Alexandre Baptista est toujours en pleine forme. Il apparaît rarement dans la presse sportive, mais on parle toujours de lui avec le respect dû à un gentleman, sur et en dehors des terrains. Moraes est célèbre, et tristement célèbre, pour les 2 fautes qui ont expulsé Pelé contre le Brésil. Cependant, en tant que joueur, il est incroyablement polyvalent, capable d'évoluer en défense ou au milieu de terrain. Son agressivité est essentielle pour défendre ses cages. Il a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe avec le Sporting CP grâce à un but direct sur corner, au Cantinho do Moraes. Après sa retraite, il a intégré le staff technique du Sporting, mais sa santé s'est dégradée prématurément. En avril 2010, João Moraes s'est éteint à l'âge de 75 ans
après une longue lutte contre le cancer. Il a emporté dans la tombe les controverses qui ont marqué son histoire, mais pour les Portugais, il restera à jamais un héros. Festa n'était pas le premier choix, mais lorsqu'il était sur le terrain, 3 matchs, il a joué avec beaucoup d'efforts, notamment lors du match contre le Brésil, contribuant à neutraliser les joueurs explosifs de l'adversaire. Après sa carrière de joueur, il mena une vie plutôt discrète dans sa ville natale. Il souffrit d'une grave maladie durant ses dernières années. Dernière triste nouvelle pour les fans. Début 2024, Alberto Festa s'est éteint à l'âge de 84 ans. Sa disparition nous rappelle que le temps emporte peu à peu les derniers témoins. Germano est véritablement le pilier de l'équipe. À 33 ans, il est un défenseur central de classe mondiale. Double vainqueur de la Coupe d'Europe avec Benfica. Il a porté le brassard de capitaine lors du match d'ouverture contre la Hongrie, dirigeant la défense avec son calme et son élégance habituelle. Cependant, des blessures persistantes ont transformé son dernier grand tournoi en une véritable tragédie personnelle. Après la victoire 3-1 lors de la première journée, Germano a été contraint de céder sa place à son jeune frère et de manquer le reste de la compétition. Il était le général qui s'est effondré avant le match le plus important, mais son esprit a continué d'influencer le jeu de l'équipe. Germano n'était pas qu'un joueur, c'était une véritable icône du football. Son illustre carrière au Benfica l'a inscrit au panthéon des légendes. Après sa retraite, il a choisi la discrétion. Il a mené une vie sobre, conservant la dignité d'un homme de son temps. Son passage comme entraîneur fut bref, mais n'a pas eu le même impact que lorsqu'il était joueur. Pour les supporters du Benfica, il restera à jamais une figure emblématique, celui qui a posé les fondations de l'âge d'or du club. Sur le terrain, Germano jouait avec intelligence et élégance, recourant rarement à la force brute. And the whore, il menait une vie élégante, à l'abri des scandales et des controverses. Son absence lors des matchs décisifs de 1966 fut regrettable, mais elle souligna le sacrifice d'un aîné. Le parcours de ce capitaine valeureux s'est achevé prématurément. Le 14 juillet 2004, Germano de Figueiredo s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d'une époque où le football était encore un sport de gentlemen. José Carlos était le genre de joueur infatigable dont rêvait tout entraîneur au sein d'une équipe de stars offensives flamboyantes. Lors de la Coupe du Monde, 1966, il ne dispute que 2 matchs, mais ce furent des rencontres où il dut se battre avec acharnement, notamment lors du match pour la 3e place contre l'Union soviétique. Son agressivité et sa capacité à rivaliser au milieu de terrain contribuèrent à limiter la force de l'adversaire et permirent au Portugal de remporter la victoire. Il était un héros discret, toujours prêt à pallier les carences de l'équipe. Contrairement au noyau dur de l'équipe de Benfica, José Carlos est une légende vivante du Sporting Lisbonne, club rival. Il fut un membre clé de l'équipe qui remporta la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe en 1964, le seul titre continental du Sporting à ce jour. Il passa toute sa carrière sous le maillot bleu et blanc, célèbre pour son style de jeu agressif et son esprit combatif. Après sa retraite, il entraîna également des équipes de jeunes et participa à des formations. Son dévouement sur le terrain reflète sa personnalité, loyale et responsable. Il n'a pas besoin de gloire. Il lui suffit d'accomplir sa mission du mieux possible. Ironie tragique du sort. La même année que le décès de son aîné Germano, José Carlos nous quittait également. En 2004, il s'éteignait à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Sa disparition a plongé les supporters du Sporting Lisbonne dans un profond chagrin. Joaquim Carvalho arriva en Angleterre, auréolé de gloire, auréolé du triomphe du Sporting Lisbonne en Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe 2 ans plus tôt. On lui confia le match d'ouverture contre la Hongrie. Le Portugal l'emporta 3-1, mais Carvalho connut quelques moments d'hésitation. Dans un tournoi court et intense, le sélectionneur Otto Gloria prit la décision cruelle de le remplacer par le vétéran José Pereira pour le reste de la compétition. Carvalho reste sur le banc, témoin de la victoire historique de ses coéquipiers, se sentant oublié au milieu de ce triomphe. Bien que la Coupe du Monde 1966 reste un souvenir douloureux, la carrière de Carvalho en club fut absolument brillante.
Il était alors le Saint Iker du Sporting, célèbre pour ses réflexes extraordinaires. Après sa retraite, il est resté très impliqué dans le monde du football et auprès des anciens joueurs. Il assistait régulièrement aux célébrations de la Coupe des vainqueurs de Coupe de 1964, où il était toujours accueilli comme le héros incontesté. Carvalho était un homme joyeux et sociable, même si son regard portait toujours une pointe de tristesse liée au passé. Il a passé ses vieux jours dans sa ville natale, entouré de l'amour de sa famille et du respect de ses fans. Il n'a jamais regretté sa décision, mais a toujours été fier d'avoir fait partie des Magrissos. Le poste de gardien de but est le plus solitaire sur un terrain et Carvalho a pleinement ressenti cette solitude lors de la Coupe du Monde de 1966. Mais la manière dont il a surmonté sa tristesse pour continuer à jouer a révélé le courage d'un véritable champion. Le parcours du légendaire gardien de but s'est achevé récemment. Le 5 avril 2022, Joaquim Carvalho s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il nous a quittés, important avec lui une histoire de gloire et de cruelles épreuves, et laissant derrière lui un gant de légende pour les générations futures. Fernando Cruz arrive à la Coupe du Monde 1966 comme un pilier incontournable du Benfica, l'équipe qui dominait alors l'Europe. Cependant, en sélection, il se retrouva dans une situation paradoxale. Devoir se disputer une place avec Hilario du Sporting Lisbonne, alors en pleine forme. Cruz ne joua pas une seule minute du tournoi. Il accepta le rôle de remplaçant stratégique, toujours prêt à intervenir en cas de blessure d'Hilario. Le professionnalisme de Cruz fut essentiel pour maintenir la stabilité du vestiaire portugais, en évitant toute concurrence entre les stars des deux clubs rivaux, le Benfica et le Sporting. Malgré un rôle secondaire en équipe nationale, Fernando Cruz était une véritable star à Benfica. Il a passé 11 saisons au sommet de son art avec les Aigles, remportant 8 championnats et 4 coupes nationales. Un palmarès impressionnant dont rêvent tous les joueurs. Il était un membre clé de la génération dorée de Benfica dans les années 60, aux côtés d'Eusebio et Coluna, avec laquelle il a conquis toute l'Europe. Après son départ de Benfica, il a brièvement évolué au Paris Saint-Germain avant de prendre sa retraite. Fernando Cruz était un homme loyal et dévoué. Après avoir raccroché ses crampons, il choisit une vie paisible dans sa ville natale de Lisbonne, loin du tumulte du monde du football commercial. Il assistait régulièrement aux événements officiels du Benfica, toujours avec un sourire doux et humble. Il ne se plaignit jamais d'être sur le banc en 1966, mais considérait comme un honneur de servir son pays. Sur le terrain, il était un latéral infatigable, toujours prêt à redescendre pour protéger ses coéquipiers. En dehors du terrain, il vivait aussi comme un gardien des souvenirs, préservant silencieusement les valeurs d'antan du club qu'il aimait. Aujourd'hui, 84 ans, Fernando Cruz est toujours en pleine forme. Il est l'un des derniers témoins historiques de l'âge d'or du Benfica et de l'équipe du Portugal de 1966. Lorsqu'on se souvient de lui, on voit encore l'image d'un vieux soldat fidèle qui a tout donné sans rien demander en retour. En 1966, Fernando Pérez était l'un des plus grands espoirs du football portugais. Évoluant au Sporting Lisbonne, il possédait une excellente technique individuelle et une vision moderne du jeu. Cependant, le milieu de terrain portugais était alors surchargé de joueurs comme Coluna et Graça, et Pérez n'eut guère l'occasion de briller en Angleterre. Néanmoins, sa convocation en équipe nationale à 23 ans fut une véritable reconnaissance de son talent. La carrière de Pérez fut une aventure passionnante. Il se fit un nom au Sporting, puis rejoignit l'Académica et Porto. Mais le tournant décisif fut sa décision de traverser l'océan pour rejoindre le Brésil et jouer pour Vasco da Gama et le Sport Recife. Un choix rarissime pour un joueur européen à cette époque. Au pays de la samba, son style de jeu technique fut chaleureusement accueilli. Après sa retraite, il devint entraîneur, dirigeant de nombreuses équipes au Portugal et marquant de son empreinte la philosophie du football offensif. Pérez était un esprit libre, avide d'exploration et n'ayant pas peur des défis. Son départ pour le Brésil témoignait de son ouverture d'esprit et de son désir de vivre de nouvelles expériences.
Ses élèves et collègues se souviennent de lui comme d'un professeur dévoué, d'un ami drôle et d'une foule d'anecdotes passionnantes sur le football, des deux côtés de l'Atlantique. Son style de jeu spontané et sa carrière nomade présentaient une ressemblance frappante. Pérez ne se contentait jamais de rester immobile, toujours en mouvement, en quête de joie, à l'image de son infatigable activité sur le terrain. Cependant, le plus long périple de ce grand voyageur a pris fin. Le 10 février 2019, Fernando Pérez s'est éteint dans un hôpital de Lisbonne des suites d'une longue maladie. À l'âge de 76 ans, sa disparition a plongé le football portugais et ses supporters brésiliens dans une profonde tristesse. Manuel Duarte est un véritable conte de fées. Il n'est pas issu des trois grands, Benfica, Sporting, Porto, Mais de Leixões, un club modeste de la ville côtière de Matosinhos. À 21 ans, être convoqué en équipe nationale pour la Coupe du Monde était un honneur incroyable pour le jeune homme. Bien qu'il n'ait pas foulé la pelouse une seule minute, éclipsé par Eusebio et Torres, la présence de Duarte a prouvé que les portes de l'équipe nationale sont toujours ouvertes aux véritables talents, quelles que soient leurs origines. De retour d'Angleterre, Duarte fut accueilli en héros dans son pays natal et continue à jouer pour le Leixões Club, dont il devint la plus grande légende. Plus tard, il joua pour le Sporting CP et Porto, mais son cœur resta toujours fidèle à l'équipe côtière. Il était un symbole de loyauté envers ses racines, une idole pour les jeunes des petites équipes qui rêvaient de grands clubs. Duarte menait une vie simple, au contact de l'océan. Les habitants de Matosinhos l'appelaient affectueusement Oncle Duarte. Il n'a jamais prétendu être une star de la Coupe du Monde, mais est toujours resté sociable et accessible. Durant ces dernières années, il passait souvent du temps à raconter des histoires aux jeunes, les inspirant et leur insufflant la volonté de se surpasser. Plus jeune joueur de l'équipe la plus réduite, Duarte a appris très tôt l'humilité. Il a conservé cette qualité tout au long de sa vie, devenant ainsi un homme d'une grande humilité et d'une grande personnalité. Puis, ce fils exceptionnel de la mer est retourné à la mer. Le 2 septembre 2022, Manuel Duarte s'est éteint à l'âge de 77 ans. Sa disparition a été une grande perte pour le football du nord du Portugal, mais son nom restera à jamais gravé dans les mémoires comme celui d'un fier magriço, issu de la classe ouvrière.